Bienvenue à la série d'entretiens individuels de C2G où des professionnels influents et des leaders d'opinion explorent les défis de gouvernance soulevés par les technologies émergentes de modification du climat. Je suis Mark Turner, directeur de la communication de C2G et je m'adresse aujourd'hui à Madame l'ambassadeur Liz Thompson qui est représentante permanente de la Barbade auprès des Nations Unies. Madame l'ambassadeur Thompson travaille dans le domaine de la politique de développement depuis près de 25 ans et a occupé de nombreux rôles professionnels, notamment en tant que membre élu du Parlement de 1994 à 2008 et à plusieurs reprises comme ministre de l'Énergie et de l'Environnement, du Logement et de l'Aménagement du Territoire ainsi que de la Santé. Entre 2010 et 2012, elle a occupé le poste de secrétaire générale adjointe des Nations Unies où elle a été l'une des deux coordinateurs exécutifs de la conférence de Rio sur le développement durable. Elle a ensuite été engagée dans un certain nombre de conseils au sein du système américain, notamment sur la transition vers les objectifs de développement durable, au sein du bureau du secrétaire général des Nations Unies, le PNUD, le président de l'Assemblée générale, et sur l'initiative mondiale pour l'énergie du secrétaire général, l'énergie durable pour tous. Bienvenue à la conférence de C2G, Madame l'ambassadeur. Merci beaucoup. Ma caméra bouge un peu, mais je suis ravie d'être avec vous. Le monde n'a pas agi assez vite pour faire face aux différentes crises interdépendantes, notamment le climat, la biodiversité, le développement durable en général. Vous avez occupé un poste très élevé au sein des Nations Unies, soutenant le développement des objectifs de développement durable, les ODD, et représentant les intérêts des nations insulaires dans le cadre de votre fonction d'ambassadeur. À votre avis, quelle est la gravité du moment que nous traversons actuellement? Merci beaucoup. Nous avons, c'est-à-dire ceux d'entre nous qui sommes engagés dans la pratique de la protection de l'environnement et de la politique environnementale. Donc, nous avons souvent parlé en termes de pessimisme et de morosité et présenté ce qui se passe comme une crise. Et nous l'avons donc tellement fait que je ne sais pas si les gens nous écoutent encore. Parce que pour que la crise ait un impact sur les gens ou qu'elle s'installe dans leur esprit, il faut qu'ils pensent à quelque chose qui a un caractère immédiat. Et pour beaucoup de personnes, le problème n'est pas immédiat. Ils se lèvent tous les jours, ils peuvent prendre leur bus ou leur train, ils ont de la nourriture sur la table, etc. Donc, lorsque nous disons que des millions d'espèces disparaissent et que cela a un impact sur la Terre en général et sur notre qualité de vie en fin de compte, parce qu'il y a une réaction en chaîne, cela ne les interpelle pas nécessairement. Ou lorsque nous disons que les phénomènes météorologiques extrêmes ont augmenté, non seulement leur nombre, mais leur intensité, et que cette année a été marquée par les pires incendies jamais enregistrés sur notre planète, et simultanément par la saison des ouragans la plus active, cela ne les interpelle pas nécessairement. Et parfois, cela tient au fait que, par exemple, si pour une personne qui vit sur une île, il y a un ouragan à la Barbade ou dans les Caraïbes, il touche toute la population. Alors que l'ouragan Katrina, qui a été dévastateur, comme a pu l'être l'ouragan Sandy, eh bien Katrina n'a pas touché tout le monde. Le reste du pays n'a pas été touché. De sorte qu'il y a on peut dire des compétences de crise et des perceptions de la crise et des attitudes face à la crise qui ont véritablement un impact sur ce qui se passe en ce moment. Mais il y a de multiples crises qui touchent les gens partout dans le monde, à différents niveaux, de différentes manières, et pour lesquelles nous avons absolument besoin de mesures coercitives et d'une intervention et d'une action politique coordonnée. Oui, il est très intéressant de voir la façon dont vous soulevez cette question de la morosité et du pessimisme par rapport à la dure réalité. J'aimerais creuser cela un peu plus tard car je sais que vous avez écrit et parlé de ces questions.
Mais nous allons peut-être commencer par le type d'impact spécifique que nous constatons actuellement dans votre région. Pour ce qui est de la perception du public, comment voyez-vous le moment que nous vivons? Dans quelle mesure commençons-nous à nous approcher des points de bascule ou de nos retours potentiels? Je pense que la question des points de bascule est une question des scientifiques et qui ont dit que nous avons environ une fenêtre de 10 à 12 ans pour faire face à ces questions et les résoudre. Dans les Caraïbes, c'est un problème très réel et qui est lié, comme je viens de le dire, à l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes. Il y a 2 ans, quand l'ouragan Maria a frappé la Dominique, le pays a vu 250% de son PIB balayé en quelques heures. Comment un pays peut-il se relever d'une chose pareille? Sur l'île de Barbuda, il a fallu reloger toute la population. J'insiste bien, toute la population. Donc ce sont des effets dévastateurs sur le plan social, économique, culturel et en termes de qualité de vie individuelle, de sentiment de soi et de sécurité, car les gens perdent tout. Je me souviens qu'après le passage de la tempête, un Barbadien qui vivait dans l'une des îles touchées et qui était jeune marié et qui menait une belle carrière et qui m'a dit « Nous avons tout perdu, mais grâce à Dieu, nous sommes en vie et nous sommes ensemble, nous avons les autres. » Donc c'est là que se produisent les effets dévastateurs extrêmes. Et puis il y a également la question du déplacement progressif qui a également un impact important, le réchauffement de l'océan qui affecte leurs habitats et leurs espèces, les habitats des espèces marines. Et ceci se traduit par des conséquences sur la vie des pêcheurs et des gens de la pêche. Les inondations côtières, les dommages côtiers, l'érosion et la perte des plages, qui ont des conséquences sur les économies vivant du tourisme. L'augmentation de la sécheresse et de l'aridité des sols qui affecte la capacité à cultiver des aliments et à assurer la sécurité alimentaire des populations et qui rend encore plus dépendants à l'égard des importations pour lesquelles il n'y a pas de ressources. Donc, cela signifie un détournement de ressources budgétaires pour faire face aux impacts climatiques au lieu de consacrer cet argent aux soins de santé, à l'éducation ou au logement. Donc, dans les Caraïbes, dans les petits États insulaires en développement, et pas seulement dans les Caraïbes, mais aussi dans l'océan Indien, en Afrique, dans le Pacifique, nous vivons la réalité du changement climatique. Il y a des îles qui ont dû être abandonnées en raison des graves conséquences du changement climatique. Donc il y a un impact sur notre qualité de vie ou de notre mode de vie ou sur la culture ou les économies souterraines des sociétés, mais surtout cela a des conséquences négatives sur l'avenir que nous souhaiterions avoir. Pour ce qui est donc de la réponse à ceci, la priorité a bien entendu été de réduire les émissions de CO2, mais d'autres approches sont actuellement envisagées, comme l'élimination du dioxyde de carbone à grande échelle, et même éventuellement des mesures qui visent à réfléchir davantage de lumière solaire, c'est-à-dire la modification du rayonnement solaire. Ce sont des choses que nous étudions dans notre initiative. Dans quelle mesure voyez-vous des gens autour de vous, peut-être dans les pays du Sud global, prêtes à envisager certaines de ces autres approches? Quel est le niveau d'information sur certaines de ces idées? Je dirais que le niveau d'information est bas, mais je pense que dans la mesure où le problème est si immédiat et si existentiel pour les populations insulaires
que nous sommes certainement prêts à envisager l'utilisation d'interventions technologiques pour lutter contre le problème. Le défi est de savoir si nous allons être à la table des négociations lorsque ces nouvelles technologies vont être envisagées. Quelles vont être les conséquences pour nous? Dans quelle mesure serons-nous victimes de la technologie de la même manière que nous avons été victimes des changements climatiques au lieu d'avoir la possibilité de comprendre et d'influencer dès les premières étapes avant que le déploiement ne soit complet? Dans quelle mesure les populations insulaires s'approprieront-elles ces technologies afin que celles-ci puissent être adaptées à nos besoins particuliers, de sorte que les effets négatifs ne soient pas exacerbés dans nos propres conditions et dans nos pays, plutôt que de bénéficier des avantages de la technologie? Ce sont quelques-unes des questions et des préoccupations qui seraient immédiatement soulevées. D'autre part, comme je le disais, le niveau d'information en dehors des communautés scientifiques est vraiment très bas, très faible. Donc, si les personnes ne connaissent pas la technologie, si elles ne comprennent pas pleinement comment on se propose de la déployer, quelles sont les options, quelle est leur place, quelles sont les règles de gouvernance, si ces règles ont un impact sur elles, alors elles ne seront pas en mesure de comprendre et d'éduquer les populations, ni de faire des choix éclairés, de considérer et d'étudier les risques par rapport aux avantages. Donc je crains que le niveau d'information ne soit faible, même parmi les responsables politiques, et peut-être même surtout parmi ceux qui vont prendre des décisions cruciales et qui doivent être à la table des négociations. Mais je sais qu'au niveau des universités et de la communauté scientifique des îles, il y a un vrai débat et une compréhension de ces nouvelles technologies, même si cela ne correspond pas à un engagement total de la part de ceux qui mènent les discussions sur les questions relatives aux technologies. Vous avez parlé de la gouvernance et il est clair que c'est un processus très large qui comprend l'apprentissage, la discussion, la prise de décision. Quel type de cadre serait utile, à votre avis, à mettre en place au niveau international ou régional pour débattre de ces technologies, pour aider les gens à en apprendre davantage à leur sujet et ensuite, pour, en tant que décision potentielle de déploiement ou non, pour maximiser les synergies et minimiser les compromis pour les objectifs de développement durable? Je pense qu'il faut tout d'abord de l'information. Il faut qu'il y ait un sentiment d'inclusion, non seulement dans la discussion, dans le débat, mais aussi pour contrebalancer les risques et les bénéfices. Et donc, il faut que ce soit bien compris et qu'il y ait une discussion claire à ce sujet. Je pense toutefois que les habitants des îles seront peut-être un peu plus sceptiques à l'égard de ce genre d'interventions à grande échelle qui sont sans précédent et dont nous ne connaissons pas toutes les conséquences. Car il est clair que les habitants des îles ne voudraient pas que leur situation soit aggravée par les nouvelles technologies censées les aider, mais qui en fin de compte ne les aideraient pas, non seulement ne les aideraient pas, mais auraient un impact négatif à long terme. Donc je pense qu'en lançant des discussions inclusives dans le système multilatéral, dans le cadre des Nations Unies ou d'une série de conférences régionales peut-être, afin d'engager une discussion, d'atteindre un niveau élevé de compréhension et d'intérêt, donc avec tout ceci, nous aurions plus de chances d'obtenir de meilleures réponses, plutôt que de faire intervenir les gens comme en arrière-plan. Et ce ne sont pas seulement les gouvernements auxquels je fais référence clairement, car la société civile et les populations ont un intérêt important dans ces résultats et dans ces approches. Comment est-il possible d'impliquer la société civile, y compris les personnes moins puissantes et les plus vulnérables,
Comment donc impliquer les gens dans cette discussion alors qu'il est clair que les Nations Unies et le système international s'orientent vers l'inclusion? Mais en pratique, ce n'est peut-être pas aussi simple. Donc, que faut-il faire pour contribuer à ce processus? Les Nations Unies disposent d'un forum de la société civile et il existe de puissantes ONG dans le monde entier. On peut penser à Oxfam qui a beaucoup travaillé sur les objectifs de développement durable et sur le développement en général. On peut penser à l'Union internationale sur la conservation de la nature, à différents organismes environnementaux et à des ONG. Et je pense donc qu'il faut commencer par l'information au niveau de ces ONG. Et il faut les faire participer à la discussion, car ne nous cachons pas le fait qu'il y a des groupes de pression très puissants. Donc, il faut qu'elles puissent, donc soit elles vont pouvoir exercer leur influence de manière positive et adopter ce qui se passe, soit elles vont travailler activement contre les déploiements des technologies. Et cela vient parfois d'un manque de compréhension, d'un manque d'inclusion dans la discussion dès les premières étapes, ou cela peut venir du fait qu'il y a une véritable opposition parce que ces organisations ou ces personnes ne voient pas le bénéfice et qu'elles pensent que les risques l'emportent sur le bénéfice. Donc, essayez d'impliquer les gouvernements et la société civile, avoir des discussions avec les populations par l'intermédiaire de la communauté, des ONG et de la société civile est certainement une façon d'entamer cette interaction mondiale. Les Nations Unies n'ont pas encore organisé de grandes réunions sur ce sujet, ou la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, par exemple, n'ont pas encore organisé de grandes sessions dans le cadre d'une réunion ou d'une COP, par exemple, qui comprendrait une conversation sur la gestion du rayonnement solaire. Et je pense que tant que nous n'aurons pas ce genre de conversation multilatérale, l'intérêt sera plutôt de dire « Oh, bah, si cela peut arriver ou non, je ne sais pas où ça va arriver, mais ce n'est pas au niveau mondial parce que je ne le vois pas dans le paysage des Nations Unies. » Et c'est ceci qui doit peut-être nous préoccuper et qui doit être notre approche actuelle. Donc, où en sommes-nous dans ce type de conversation? Nous sommes proches ou loin? C'est certainement difficile à dire, car je pense que le droit de savoir existe chez certaines parties prenantes qui sont très impliquées, mais je ne sais pas dans quelle mesure on a essayé de créer un écosystème de conversation, d'intérêt, d'action, d'activité concernant la technologie, la possibilité et les options. Il est donc vraiment très difficile de dire où nous en sommes. Je pense qu'il est intéressant de souligner que le changement de gouvernement aux États-Unis pourrait avoir tendance à renforcer, consolider la pression morale sur cette question. Et avec l'annonce qu'a faite hier l'ancien sénateur John Kerry, qui était une personne très haut placée dans l'administration Clinton-Obama. Je ne me souviens plus laquelle. Mais le fait est que le président élu Biden a identifié un conseiller ou un ambassadeur sur le climat. Et ceci est un changement important, car cela signifie que les États-Unis vont revenir à la table des négociations de l'accord de Paris, qu'ils vont traiter les questions climatiques avec sérieux, qu'ils vont s'engager à l'égard de la science du climat et des climatologues, et que ces discussions, donc, c'est-à-dire une technologie qui repose sur la science, une option technologique qui peut avoir un impact bénéfique sur les populations gravement touchées par les changements climatiques, ou pour atténuer ou adapter ou stopper les pires effets du changement climatique. Donc, cette discussion a maintenant beaucoup plus de chances d'avoir lieu. Et l'engagement de la communauté scientifique
est absolument essentiel pour faire avancer ce processus. Vous venez de mentionner le changement aux États-Unis. En vertu de votre expérience de député et de personne qui a occupé plusieurs postes ministériels, quels sont les autres éléments qui inciteraient les politiciens à s'intéresser à certaines de ces approches d'élimination du CO2 ou de modification du rayonnement solaire? S'agit-il d'une question scientifique ou s'agit-il également de questions qui sont liées aux opportunités économiques et aux autres défis potentiels qui sont apparus? Quels sont les éléments qui font que cela relève de la sphère politique au-delà de la sphère scientifique? Il est intéressant que vous le formuliez de cette façon, car j'ai commencé par souligner que nous avons si souvent parlé des questions climatiques et environnementales dans un contexte de morosité, mais que nous ne les avons pas abordées comme une opportunité d'améliorer la qualité de vie, une opportunité de changement qui profite à un plus grand nombre de personnes et qui soit plus inclusif, une opportunité économique, d'investissement commercial, un investissement de l'avenir pour les jeunes, etc. Donc, je pense qu'il s'agit d'un bon prisme à travers lequel nous devons envisager la question climatique et nous demander dans quelle mesure des opportunités positives sont créées par cette crise pour que nous ayons une approche plus globale de la façon de gérer les questions environnementales par opposition aux questions sociales et économiques ou à la manière dont nous gérons justement les questions environnementales comme des questions sociales et économiques. Donc c'est une conversation importante qui doit avoir lieu et je pense que si nous la formulons ainsi, les ministres des Finances, qui sont généralement les plus puissants des cabinets, vont écouter plus attentivement. Mais nous ne devons pas sous-estimer l'impact de la position privilégiée que les États-Unis ont et le leadership moral qu'ils peuvent exercer et apporter à cette question. On voit que les États-Unis ont semblé écarter la science du climat. Et le président sortant, d'ailleurs, a dit que c'était une fausse alerte, enfin même un canular des Chinois. Donc, lorsque l'on est face à ce genre d'attitude, eh bien, cela a un effet d'entraînement. Et s'il y a un leadership moral et éthique, et si les dirigeants disent « je vais faire attention à la science, c'est une question que nous devons aborder, le multilatéralisme est important, les Nations Unies sont importantes, et je vais m'engager auprès des Nations Unies et d'autres États souverains d'une façon raisonnable, basée sur des solutions qui utilisent la science comme plateforme, alors dans ce cas-là, le reste du monde va prêter attention. Donc, espérons qu'après le mois de janvier, le changement climatique va être abordé d'une manière différente. Parallèlement à cela, nous devons reconnaître que beaucoup de changements ont lieu au niveau des communautés, au niveau des municipalités, des centres ruraux, etc. Donc, il y a eu un engagement, même si ce n'est pas au niveau fédéral, il y a toujours un engagement au niveau de la base des communautés. Et ceci est important également. Mais nous avons besoin d'un leadership moral, d'un grand leadership moral sur cette question. Sauf erreur de ma part, vous avez eu la Covid-19, vous avez mentionné l'interface entre la science et la politique. Croyez-vous que la pandémie et ce que nous avons vécu récemment ont changé en général les communautés autour de vous sur la façon dont la science et la politique interagissent? Est-ce que cela a un effet sur notre façon de penser au changement climatique? C'est une question très intéressante, mais très complexe. Il y a eu tellement de désinformation sur la Covid qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que la Covid a commencé suite à une transgression avec la nature. Et ils pensent qu'il s'agit d'un virus qui a été fabriqué par l'homme.
et non pas d'un virus naturel. Et j'ai demandé aux gens qui disent cela, alors, comment expliquez-vous la peste noire? Comment expliquez-vous la grippe espagnole, qui était la dernière grande pandémie des années 1919-1918 et les gens alors ne peuvent pas répondre. Ils vous disent toujours « Ah, mais j'ai l'impression que ça a été fabriqué par l'homme ». Donc, je pense que nous apprenons que nous devons être plus respectueux à l'égard de la nature et que la terre nourricière est appelée ainsi pour la raison que nous sommes ses enfants et que donc nous ne devons pas abuser d'elle et que nous devons reconnaître que ce que nous faisons à la terre nourricière, nous le faisons à nous-mêmes. Donc, il est extrêmement important d'obtenir ce changement de comportement et de reconnaître que les intérêts de la planète et ceux des gens ne doivent pas s'exclure mutuellement. Et également que nous pouvons œuvrer pour une planète centrée sur les gens qui permette le profit sans abus ni exploitation. Je pense que c'est très important. Je pense que la Covid nous a fait nous poser des questions telles que comment puis-je avoir une meilleure qualité de vie? Quelle est la véritable importance des choses que je faisais avant à la hâte? Quelles sont mes priorités? Ai-je besoin de me rapprocher davantage de mes proches parce que la vie est si fragile? Cela nous a également fait reconnaître que la foi absolue que nous avions dans les systèmes et technologies basés sur l'homme est peut-être perdue et qu'ils ne sont pas infaillibles comme nous le pensions. Nous avons vu les systèmes de santé des pays développés complètement dépassés et incapables de faire face à la situation. Parallèlement à cela, la capacité de l'homme à innover, à trouver des vaccins en un temps record, nous fait penser que là où nous sommes prêts à faire des efforts, à mettre l'accent, à consacrer des ressources, alors c'est là où nous sommes prêts à concevoir des solutions. C'est pourquoi ce qui se passe en matière du changement climatique et de ce que l'on pourrait presque qualifier de génocide climatique qui a été perpétré contre les pays en développement et les habitants des îles en particulier, et c'est ce qui en fait une tragédie si énorme, et bien donc on peut penser qu'elle est évitable, qu'il y a des solutions et qu'avec des efforts et des ressources, nous pourrions le faire véritablement si nous le voulions. Ah, vous avez apporté tant d'éléments dans cette réponse. Merci. Je pourrais peut-être saisir deux éléments, car vous parlez de la nature et de la technologie, et c'est une relation fascinante. Et souvent, lorsque l'on débat de certaines de ces nouvelles approches de l'élimination du dioxyde de carbone ou de la modification du rayonnement solaire, on a l'impression que parfois la discussion porte autant sur une attitude fondamentale envers la nature ou la technologie que sur les approches elles-mêmes. Certainement, dans l'élimination du CO2, nous avons un certain nombre de solutions fondées sur la nature, mais aussi des solutions technologiques. Donc, pensez-vous que les gens s'orientent vers une approche plus axée sur la nature ou pensez-vous qu'il y aura une sorte d'équilibre sur la façon dont les gens comprennent la relation entre la nature et la technologie alors que nous abordons cette crise? Eh bien, je pense qu'il va y avoir un équilibre et je pense que c'est grâce à notre jeunesse. Notre jeunesse grandit avec la technologie au bout des doigts. Donc, dès leur naissance, ils s'intéressent à la technologie. Les jeunes s'intéressent à la technologie et ils la voient comme un outil pour résoudre des problèmes, pour les choses que l'on fait au quotidien, pour la qualité de vie, le confort, pour se connecter. Mais parce que nos jeunes sont impliqués dans la technologie et parce que où que l'on aille dans le monde, il y a tellement de jeunes qui sont engagés pour la question du climat et la protection de la terre, et qui sont passionnés et qui sont respectueux de la nature et qui consomment moins de ressources.
de ressources. Toute cette économie du partage qui est menée par les jeunes est moins une économie de consommation comme celle à laquelle nous sommes habitués, dans laquelle on utilise, puis on jette, ou simplement on investit dans des biens de consommation et qu'on le fait sans cesse. Donc je pense, parce que nous voyons ce formidable intérêt chez nos jeunes, il y a de fortes chances qu'il y ait une approche équilibrée, celle qui comprend l'utilisation de la technologie et qui est prête à la déployer et à l'engager si nécessaire, mais qui est aussi très respectueuse de la planète. J'ai une question sur la foi, il faudra en poser d'autres, mais donc une question. Certaines des approches qui ont été débattues, par exemple la possibilité d'une injection d'aérosols dans la stratosphère pour réfléchir davantage de lumière solaire, cela commence à s'aventurer dans des domaines que certains décrivent comme si on jouait à être Dieu ou si l'humanité n'a certainement pas eu tout à fait les limites potentielles qu'elle pourrait avoir maintenant. Donc, quelle importance pensez-vous que la foi, la religion et les autres cadres éthiques ont pour aider les gens à prendre ces décisions? Je pense que les gens utilisent la foi d'une façon obstructionniste, mais si on est chrétien, eh bien la Bible nous dit que nous sommes faits à l'image de Dieu, et si c'est vrai, alors Dieu nous rend infiniment capables d'ingénierie, d'imagination et d'innovation. Et c'est à nous qu'il incombe d'utiliser ces compétences pour le bien et au profit de la famille humaine. Réfléchissons un peu à cela. En réalité, nous jouons à Dieu, à être Dieu depuis très longtemps. Depuis l'époque où nous avons inventé les vaccins et arrêté la mort naturelle et la sélection naturelle. Nous avons joué à être Dieu chaque fois que nous avons sauvé un bébé prématuré. Et personne ne dirait de ne pas le faire. Et tout le monde veut qu'un bébé prématuré soit sauvé et qu'il ne soit pas confronté donc, à des gros risques de santé. Nous avons joué à être Dieu quand nous avons envoyé des gens sur la Lune et envoyé un vaisseau spatial d'exploration pour observer la planète Mars. Et nous avons joué à être Dieu pendant très longtemps et de bien des façons, et nous allons continuer à le faire. Donc, je ne sais pas si c'est mal, car si nous sommes faits à l'image de Dieu et si nous acceptons le potentiel et les capacités infinies qu'il place en nous, alors nous devons aussi accepter qu'il y a des domaines où ces compétences doivent être utilisées pour le bien de l'humanité et pour le bien de la planète sur laquelle nous vivons. Ça me rappelle une phrase d'un célèbre futurologue qui disait « Nous sommes comme des dieux, alors autant être bon à la tâche. » ça me plaît beaucoup, ouais, vraiment. Je voulais terminer sur la même chose, sur presque la même chose avec laquelle vous avez commencé, c'est-à-dire sur la question du pessimisme et de l'amorosité. Nous traitons dans le climat des questions vraiment très difficiles en termes de comment savoir comment les prendre émotionnellement. Et en même temps, il faut continuer. Je crois que vous avez écrit le premier livre audio de la Barbade, Make Yourself Happy. Comment maintenir une sorte d'approche de la vie pleine d'espoir et de bonheur, même à des moments aussi difficiles du parcours de l'humanité? Make Yourself Happy était en réalité notre deuxième livre audio. Il y en avait un auparavant qui portait, je crois, sur la médecine et la santé. Le fait est que nous ne pouvons pas rester déprimés. L'espoir est éternel dans l'homme. Et c'est vrai qu'en fin de compte, nous reconnaissons que la vie consiste à continuer à vivre et qu'elle est liée à la joie de vivre, au lien avec la vie. Et donc, même s'il y a des crises, que ce soit la crise de la Covid, la crise climatique, eh bien, ce ne sont pas les premières crises auxquelles le monde a été confronté. Nous avons eu des guerres mondiales, des pandémies, des dévastations physiques, des dévastations environnementales, mais nous avons survécu.
Nous avons réussi à nous en sortir alors que nous étions à deux doigts de la catastrophe. Lorsque nous avons regardé la façon dont la guerre avait blessé l'humanité, nous avons formé les Nations Unies. Lorsque nous avons examiné les différents défis et problèmes qui menaçaient notre espèce, nous avons trouvé des solutions. Et nous le ferons encore. L'être humain a finalement trouvé un moyen de survivre et de réussir. Et je pense que cela remonte, et même si c'est un petit peu déplacé de le dire dans le contexte multilatéral et que ce n'est peut-être pas politiquement correct, mais je pense donc que cela vient du Dieu qui est en nous et qui nous sauve vraiment et qui nous pousse à sauver les autres et à sauver notre planète. Donc même lorsque nous devenons le pire de nous-mêmes, comme nous l'avons vu avec les dictateurs au fil du temps, même lorsque nous avons été destructeurs, l'humanité de quelqu'un, enfin de personnes, reconnaît la valeur de notre planète et de la dignité de la famille humaine. Et nous agissons pour l'améliorer et pour la protéger. C'est ce que nous voulons faire maintenant et nous devons le faire absolument et je crois que nous le ferons. Je vous remercie beaucoup, ambassadeur Thompson, du temps que vous avez consacré à C2J. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.